Travaillé entre autres comme storyboarder à Los Angeles. Il a ensuite mis sur pied plusieurs séries animées et donc il a aussi une réflexion sur le rapport entre l'image fixe et l'image animée. Il démarre un magazine, La Kryptonique à Bruxelles, qui est centré sur la narration par l'image. En mars 2021, avec Francesco De Forni et Olivier Van Warenberg, il fonde l'ASBL Blowbook et il va nous parler de ce magnifique projet dont vous avez une incarnation qui se trouve juste à l'entrée là de l'auditorium, qui est le distributeur de Blowbook. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je pense que c'est ce que tu vas nous permettre de découvrir. Merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Et merci à vous d'être présents aussi et de continuer avec nous les rencontres de cet après-midi qui va se poursuivre avec, par la suite, la présentation du travail de Dominique Goblet. Voilà, je te laisse avec une présentation de l'écran que tu as voulu. Hop, zut. Et là, malheureusement, j'ai fermé ça. Voilà. Merci. Bonjour à tous, on s'est peut-être déjà croisés, bonjour, merci de me recevoir parmi vous. Je vais vous parler uniquement de Blowbook, mais pour ça je suis retourné dans ma boîte mail pour voir à quel moment j'ai commencé à échanger avec d'autres sur ce projet. Et ça m'a ramené à un moment clé en 2008 où j'ai été à Harlem, pas Harlem New York mais Harlem Hollande, et je suis tombé sur une caisse de petits livres de la taille d'un paquet de cigarettes. Et quand on ouvre le livre, je vais essayer techniquement je suis un petit peu arcade. Ça va. Alors, et en fait, quand vous ouvrez le petit livre, vous arrivez à une image par page. Oups. Avec un équilibre texte-image tout à fait audacieux. Et je suis tombé là-dessus en réel émerveillement. Alors, je ne sais pas si l'émerveillement est lié au nombre de petits livres qui étaient face à moi ou à la qualité intrinsèque d'un petit livre. Toujours est-il que l'effet de choc s'est fait, et souvent l'effet de choc se fait par la découverte de beaucoup de choses en une fois. Ça a été le cas. Je me suis un petit peu renseigné, donc là on est en 2008. Après j'ai fondé la librairie éditrice La Kryptonique, et j'ai fait un numéro sur la narration graphique pendant l'occupation, parce que ces petits livres sont nés pendant la guerre. Et par ce biais-là, j'ai été m'informer sur l'historique un peu plus en détail de ces petits livres. Alors au départ, le créateur de ce livre et du contenu de ce livre, Alfred Mazur, travaillait pour un magazine qui s'appelait The Prince, qui était un magazine pour adultes, pas que ça soit érotique, mais pas pour enfants, disons. Et il avait droit à ce qu'on appelle un rez-de-chaussée, c'est-à-dire que sa bande parcourait le bas de la page, et c'était une bande dessinée, entre guillemets, tout ce qu'il y a de plus classique. Cette manière de faire préexistait bien avant. Avec la guerre et la pénurie de papier, on l'a éjecté du magazine, donc les premières choses à partir sont les choses les plus drôles, hein, c'est comme ça partout. Et donc lui a disparu, et il a été proposé à cet éditeur-là du Prince de faire des petits livres, donc de redécouper ce qu'on vient de voir sous une forme. Il a lui-même découpé, à mon avis, ce qui a été préimprimé. Il a collé ça dans un petit livre, et il a proposé ça à l'imprimeur qui a trouvé que c'était une idée tout à fait idiote et farfelue. Il a été voir quelqu'un d'autre qui a accepté l'idée, toujours à La Haye. Ici, on a un exemple. Et au départ, comme vous voyez, c'est clairement un album découpé. C'est un peu comme si, je ne sais pas si vous avez connu ça, les BD poche, c'est-à-dire qu'on prenait un album d'Astérix, on le martyrisait, on découpait tout, et on essayait de rendre ça en format poche pour arriver à avoir d'autres lecteurs. Et donc ici, on est un petit peu dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est très premier degré. Je découpe ma bande dessinée et je la colle dans un petit livre.
Mais très vite, l'auteur a commencé à concevoir ces pages sous une forme de double case. Ici, on a un exemple tardif, vraiment très tardif, parce qu'il a continué à faire des récits comme ça plus tard. Et l'original de ces planches, c'est un double image. C'est-à-dire qu'il concevait la double page, un peu comme un metteur en page qui conçoit sa double page. Donc ce n'est pas uniquement un auteur qui conçoit sa page, c'est un auteur qui conçoit sa double page. Sa bande dessinée a eu beaucoup de succès, tellement de succès que les nazis ont voulu que son personnage de Dick Boss, qui était un détective, soit nazi. Il a refusé et il s'est retrouvé un petit peu condamné pendant la guerre à ne pas pouvoir ressortir ses bandes. Et puis au lendemain de la guerre, rebolote, il ressort ces petits livres qui ont toujours autant de succès, parce qu'on peut les lire sous les bancs, hein. C'est-à-dire que si vous voyez ça, c'est un exemple un petit peu plus grand que son format, et ça se lit facilement sous un banc ou à l'église. Et là, le problème est venu de l'éducation nationale en Hollande, qui trouvait que c'était un système qui empêchait la lecture, ou en tout cas qui pervertissait la jeunesse, et qui les déviait de la bonne littérature, et pas cette scune littérature, ou cette poubelle. Le projet avait quand même eu des possibilités, et c'est ça qui m'a aussi touché, c'est que le projet, il y avait un prototype qui avait été fait en français. Donc ceci, c'est pendant la guerre. Ils avaient créé un spécimen ici, qui s'appelait des contes policiers en images, et il y avait une version aussi en allemand, et malheureusement, pour les causes qu'on connaît avec le problème avec l'administration allemande, ça ne s'est pas fait. Donc tout ça est resté en Hollande et est toujours resté circonscrit à la Hollande. Alors une chose que Benoît Crucifié en parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a Alain Van Passen, qui est un collectionneur duquel on a sauvé la collection et qu'on l'a glissé à Gand. Il a découvert ces petits livres, c'est-à-dire qu'il était à la mer du Nord, et après la guerre, un peu pendant l'affaire royale, il a découvert ces petits livres qui l'ont hyper excité, et qui l'ont tellement excité qu'il a fait des petits livres, une image par page, dans les années 50. Et le procédé, ce qui est assez excitant à ce procédé, et d'ailleurs Alfred Mazur était très porté par le cinéma, c'est qu'on est assez proche du montage. C'est-à-dire que c'est réellement du montage. Ça, c'est une ancienne bande dessinée d'Alfred Mazur, et on voit qu'il a un réel intérêt pour la juxtaposition des plans, pour le montage, avec ce plaisir accru que moi je ressens très fortement, c'est qu'avec la juxtaposition permise par la bande dessinée ou le roman photo, on a réellement le plaisir de l'idée du montage qui est à plat. C'est-à-dire qu'en cinéma, les images s'enchâssent, en bande dessinée, elles se juxtaposent. Donc, le vrai, on a les deux pierres, on a l'étincelle en un moment, et on a l'action. Donc, je trouve que c'est un assez grand plaisir qu'on ne retrouve pas au cinéma. Ça me fait évidemment penser au fameux effet Kuleshov qu'on connaît, hein, qui est la double image. S'il regarde une soupe ou s'il regarde un enfant mort, on lit autre chose sur son visage. Alors, ce qui me plaît aussi, et ce qui m'a fort excité à la lecture, c'est qu'il faisait du jiu-jitsu, notre ami Alfred Mazur, et il a fait un petit exemplaire, c'est celui-là qu'on a imprimé, qu'on a réimprimé avec les Blue Books, qui s'appelle Jiu-Jitsu, et en fait, c'est un vrai manuel de self-défense. C'est-à-dire qu'en parallèle de son travail pour les Blue Books, il illustrait des ouvrages de self-défense, de Jiu-Jitsu, et son maître Jiu-Jitsu, il le transforme en personnage de bande dessinée, on le voit ici. Maurice van Nieuwenhuizen, qui est en train d'expliquer comment éviter l'agression en pleine rue. Et c'est assez étrange pendant la guerre, parce que ces centres de Jiu-Jitsu étaient étaient suivis autant par la résistance que par l'occupation, parce que c'était de la self-défense, et donc les gens se côtoyaient dans cette étrange den de Jiu-Jitsu. Alors, ce qui me plaît à ça, c'est qu'il y a un aspect, c'est peut-être mon vieil aspect Boy Scout, il y a un aspect lecture efficiente. C'est-à-dire que non seulement c'est de la lecture, mais en plus, vous apprenez quelque chose qui vous sert directement après la lecture. Donc ça me plaisait. Ça me faisait penser à ces petites bandes dessinées que j'aime bien aussi,
comment encastrer des tuyaux, ou un roman photo plutôt. Et donc tout d'un coup, on se dit, on sera moins bête après la lecture. Alors je vais vous montrer, dans l'idée de scrapbooking, c'est-à-dire que, à mon avis, le projet premier d'Alfred Mazur était lui-même qui a découpé dans les propres publications à lui pour les garder, ce qui se faisait souvent pour les lecteurs qui savaient qu'une bande dessinée disparaissait une fois que le journal était jeté. Donc il y a certaines personnes, certains lecteurs et certainement les auteurs, qui gardaient dans des petits cahiers leur bande dessinée, et à mon avis, ça devait ressembler à ça. Ici, on a un exemple de Lyman Anderson, qui est à mon avis une des références d'Alfred Mazur, dont le style est assez proche de celui du hollandais. Alors pour ce travail-là, ici c'est le numéro, je vous avais parlé de la kryptonique, donc ça c'était le numéro dont je m'étais occupé pour la narration graphique sous l'occupation. Alors je vais revenir en arrière. Alors le format, après avoir découvert à Haarlem ces petits livres, la question du format se pose toujours quand on imprime. Autant elle se pose pour le lecteur, elle se pose pour l'imprimeur, elle se pose pour le distributeur, pour l'éditeur. Et donc il y avait un numéro de la kryptonique qui était sur ce sujet-là. Ça s'appelait « Les patrons de la bande dessinée ». Et j'aime bien le titre parce que j'imagine que Jacques Glénat ou Georges Dargaud, s'il avait été encore en vie, se serait rué dessus en se disant « on va parler de moi ». Mais non, pas du tout. On parle de format et de taille de papier. Et ici, dans ce cas-ci, je m'étais intéressé à cette idée de carte, c'est-à-dire qu'on est très proche des cartes à jouer avec les Blue Books. Et ce système de cartes à jouer, le fait qu'il n'y ait qu'une image par page, mais qu'on reste en juxtaposition avec deux images l'une à côté de l'autre, ça permet une énorme latitude de jeu et de jonglage entre les images. C'est-à-dire que comme le storyboard, comme en film, vous pouvez décider que la dernière image devienne la première. C'est assez facile. Et si vous travaillez en images séparées, vous avez un vrai jeu de narration qui s'installe. Et ça me faisait penser à ceci, qui est un jeu de cartes anglais, qui traitait du complot papiste. Ne me demandez pas plus au niveau historiquement, mais c'est-à-dire que c'est un jeu de cartes qui a été imprimé. C'est un jeu de cartes narratif, c'est-à-dire que les textes racontent une histoire. C'est des moments clés d'un drame ou d'un complot, mais personne aujourd'hui ne connaît l'ordre réel de ces cartes. C'est-à-dire que ces cartes ont été imprimées, il n'y a pas d'ordre des mots officiel de ces cartes. Donc ça reste un peu comme un jeu de tarot, ça reste une sorte de jeu de cartes à accoucher des histoires. Donc tout d'un coup, la bande dessinée, qui n'est pas juste une démo avec les choses mis l'une après l'autre, devient quelque chose de très stimulant et une gymnastique de l'esprit. Et en discutant avec Antoine Sauzevert, qui est un spécialiste de Rodolphe Töpffer, je lui avais parlé de la similitude entre ces jeux de cartes et les premières bandes dessinées de Rodolphe Töpffer, où pour moi, il me semble évident que c'est comme un jeu de cartes qu'on étale. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'il y a une carte sous une carte. Et on voit bien qu'il y a des personnages qui disparaissent. Il n'y a même plus qu'un pied d'un des personnages, mais on sait qu'il est derrière. Parce qu'on a toujours cette idée de carte, et on sait que ce n'est pas parce qu'on ne voit que le pied du Joker que le Joker n'est pas dans son jeu. Et donc il me semble qu'il y a une vraie filiation entre les cartes et la narration par image telle qu'on la connaît. Il y a un autre auteur dont je parlais dans cet ouvrage sur les patrons et les formats, qui est Winsor McCay, qui est vraiment un personnage très important à la fois dans le cinéma d'animation et dans la bande dessinée, qui est un peu ma marotte entre l'image fixe et l'image animée. Je suis toujours attiré par les deux volets. Et donc ici, on a une planche. Je ne sais pas si vous connaissez le petit Samy qui éternue. En fait, c'est chaque fois il éternue et il cause le bazar. Et en fait, Winsor McCay travaillait clairement une image par une image, c'est-à-dire qu'il connaissait les flipbooks. Les flipbooks étaient déjà, vous voyez les folioscopes, hein, donc ces petits films d'animation sur papier. Donc il connaissait la technique
Et ici, il est clair, vu le décor répété et vu la précision dans le calage des personnages, c'est qu'il devait travailler une image sur une image pour ensuite, un petit peu à la manière du jeu de cartes que je viens de vous montrer, les réétaler et les mettre en juxtaposition. Et ce qui est fascinant avec Winsor McCay, qui est vraiment génial, c'est qu'ici, c'est un éternuement. Donc l'éternuement, le moindre changement de diamètre de la narine nous dévoile déjà l'accident à venir. Donc il faut que la précision dans la juxtaposition soit très bonne pour que l'effet atteigne sa cible. Et donc là, on voit qu'il y a un lien très fort entre ce début de la bande dessinée, en tout cas dans la grande presse, et le cinéma d'animation. Et cette frontière est aussi là où œuvrait Alfred Masur, parce que j'ai découvert après, en discutant avec le spécialiste qui s'appelle Rich Thomason en Hollande d'Alfred Masur, qu'il avait imaginé aussi un système d'animation dans les années 60, quand la télévision commençait à diffuser des dessins animés bon marché, qu'il avait imaginé un système d'animation tout à fait original. Et pour prouver l'originalité, il avait appelé le Mazimation, donc à partir de son nom, et animation. Et c'était finalement du TV comics, c'est-à-dire de la bande dessinée sur écran. Il a fait 2 prototypes de projets. Il était à Malte à l'époque, et malheureusement, ça n'a pas abouti à une projection. Donc on voit qu'il est aussi sur les 2 plans entre images fixes, images animées, et en finale, il me semble que l'histoire du cinéma est sans doute en lien avec l'histoire du livre. C'est-à-dire qu'on a tendance à séparer les uns et les autres, alors à mon avis, ne fût-ce que par le folioscope, il y a réellement des liens à trouver. Alors au niveau du format, je voulais un peu vous montrer le format que c'était, donc j'avais sorti le petit livre rouge de Mao, donc c'est la taille du petit livre de Mao. Alors quel intérêt de ce petit livre? C'est qu'on peut l'amener au champ, on peut l'amener en usine, on peut l'amener en forêt. Donc c'était réellement des petits livres pour des poches à la fois de boy scout, mais peut-être des poches ouvrières. Et l'idée, c'est qu'à l'époque, c'était un peu moins rigolo, c'est qu'il fallait l'avoir sur soi pour être certain qu'on avait toujours Mao sur son cœur, ou en tout cas d'un côté ou l'autre. Et donc c'est un format très, très mobile. Et c'est rigolo parce que apparemment, le petit livre de Mao, il y a un lien avec Sun-Made Raisin, et à mon avis, c'est pas fortuit. Il faudrait creuser dans ce sens-là. Alors, il y a une chose assez fascinante en réalisant les Blue Books. L'idée, c'était comme Alfred Masur était à la fois l'inventeur du format et l'inventeur du contenu. Je trouvais ça vraiment étonnant. Donc, il était évident que c'était la première personne à inaugurer un projet. Donc, voici ça, c'est l'ouvrage réel de l'époque pendant la guerre et l'ouvrage qu'on a fait. Je ne connaissais pas la version rose de Dick Boss, je l'ai découvert que par après. Donc nous, on avait décidé, voilà, c'est quelque chose d'assez typique man-like, on voulait apporter un peu une couleur douce, parce que c'est du self-défense, et apparemment, on croyait être plus audacieux qu'Alfred Masur, et en fait, il ne faut pas essayer d'être plus audacieux qu'Alfred Masur. Je pense qu'il est... Voilà, on ne peut que le suivre. Alors, par rapport au format, ce qui est assez chouette, c'est qu'on peut aussi le mettre dans une enveloppe, c'est-à-dire que c'est assez simple de le mettre dans une enveloppe à courrier. Il y a d'autres précédents par rapport au format. Il y avait les Samizdad dont on m'a parlé, qui sont des formats en Tchécoslovaquie, je pense, qui étaient des ouvrages militants, politiques, et qui, justement, de la même manière que Mao, c'était pour pouvoir le montrer à tout moment, ces petits livres, c'était pour pouvoir les cacher à tout moment et de diffuser des pensées. Alors, il y a une chose qui est rigolote en faisant l'ouvrage. On se posait la question de comment on va les appeler. Et alors, on recevait un courrier. Et un des courriers qu'on a reçus au moment où on cherchait les noms, c'était le bébé. Ça, c'est le système. Je ne sais pas si vous connaissez ce système d'envoi français. Donc, en fait, quand vous envoyez de la culture française à l'extérieur des frontières, vous avez un tarif préférentiel. Donc, pas pour les gens du cru, mais pour les personnes à l'extérieur. Et donc, on s'est dit que c'était vraiment le bon filon
Il suffit de traverser la frontière et envoyer nos Blue Books à travers le monde de la France, grâce à l'administration française. Alors, dans les formats, ce qui est évidemment super, c'est que je trouve que dans la mise en page, les créateurs de mise en page et les graphistes pensent la double page, et avec le Blue Book et avec ces petits livres, la double page est clairement partie de l'équation. Donc on voit ici, ça c'est un petit livre de Marshall McLuhan, de Medium is the Massage, et on voit que c'est aussi le même sorte de format. Et ça permet, je ne sais pas si vous connaissez la collection de Chris Marker, qui était une collection de guides de voyage, et la créativité dans les doubles pages était absolument fabuleuse. Donc, passé la découverte de l'œuvre d'Alfred Mazur, j'étais en contact avec un auteur qui s'appelle Dimitri Piot. Alors, je vais vous montrer son travail. Je vais voir voilà, ici. Voilà, qui est un auteur belge qui se passionne pour les estampes japonaises et pour le multiplan. Et son travail oscille toujours entre le respect du patrimoine et une volonté de créativité. C'est-à-dire qu'il est entre la personne, et je peux me reconnaître là-dedans, qui hésite entre être restaurateur d'œuvres d'art ou être auteur de bande dessinée. Et finalement, il a décidé de ne pas décider, et il fait un petit peu les deux. Ici, ça, c'est une des illustrations de son Blue Book, qui s'appelle Salaryman. Je vais vous montrer d'autres images. On a beaucoup travaillé, c'est-à-dire que c'est en partie avec Dimitri qu'on a travaillé à la fois sur le format. Je vais vous montrer différentes tentatives de format, parce que les ouvrages d'Alfred Mazur ont varié selon les époques au niveau des formats, et on cherchait le format qui était le plus agréable, parce que si vous changez un petit peu de taille, ça devient très vite un livre de poche, avec toute la banalité du livre de poche, et si vous la réduisez, ça devient très vite assez insupportable au niveau de l'espace de création, et toutes les images ont l'air de tendre vers un trou noir qui est la reliure au milieu. Donc on voulait un bon équilibre entre les deux. Ça, c'est tous des tests qui ont été faits avec André Moons, avec qui je travaille au niveau de la mise en page. Il a une boîte de production qui s'appelle Seraphine Graphics. Donc ça, c'est tous des tests, des prototypes. Ici, c'est toutes des choses qu'on a été réunir de différents endroits par rapport au format, en étudiant les formats possibles. Il y avait un format qui était très très beau, je ne sais pas si vous voyez en bas à droite. En fait, c'est un paquet de cigarettes. C'est des créateurs contemporains chinois qui ont imaginé un livre qui se glisse dans un paquet de cigarettes. Et donc à la fois, il y a la beauté du livre, qui était vraiment très très beau, avec des relations d'images très intéressantes, et puis il se protégeait. Ce qu'on jette en général, qui est les boîtiers de cigarettes, ici devenait le protecteur de l'objet, un peu comme ce que vous avez aussi là, juste à côté du Dick Tracy. Vous avez aussi une sorte de feuille de protection qui était souvent utilisée pour les petits livres religieux, qui ont aussi la taille des Blue Books, et qui, comme ils étaient tellement sortis et rentrés, qu'ils imaginaient une façon plus pérenne de conserver le livre. Alors, vu que c'était la taille d'un paquet de cigarettes, l'idée aussi de la distribution s'est assez vite posée, et on s'est dit que ça pouvait rentrer dans les spirales ou dans les machines distributrices automatiques de cigarettes. Donc au départ, on est parti là-dessus, et de fil en aiguille, on s'est dit que c'était vraiment ça qu'il fallait faire pour avoir un ambassadeur de nos livres, et aussi de réduire le chemin entre le lecteur et l'auteur. Et par ces robots, étrangement, on a l'impression d'être face à une vitrine d'une bibliothèque sous verre. Alors qu'en fait, normalement, on met juste du sucre liquide et solide dans ces machines. Donc en général, c'est assez cheap. Mais le fait qu'il y ait un livre derrière une vitre, je pense au niveau de notre mental, ça veut dire qu'il est précieux. Donc il y a quelque chose qui se dégageait de ça, qui était contre-intuitif, mais qui se révélait valorisant par rapport au livre. Et alors notre volonté, depuis le départ, et ça continue encore aujourd'hui, c'est que les livres soient populaires. Alors l'idée, c'était pas
qu'on allait mettre qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple, du Astérix ou du Tintin qu'on aurait débité en Blue Book. L'idée populaire, c'était l'idée que ça soit accessible financièrement. Donc il fallait trouver un système pour que ça soit peu cher. Et là, de nouveau, Alfred Mazur revient et nous devance, entre guillemets. C'est que son système a été fait pendant la guerre et la façon dont les livres étaient fabriqués permettait une économie. C'est-à-dire que c'était le papier étant réduit, les Blue Books étaient une solution pour faire des livres malgré la pénurie de papier. Et donc c'est économique. Et en discutant avec Cultura, qui est un éditeur avec lequel je travaille pour la cryptonique, il a trouvé un système pour faire une imposition de 4 titres en une fois. Et la façon dont il les met permet d'arriver à un coût de production du livre en dessous d'1 euro. À l'époque, maintenant, le papier a doublé apparemment au niveau prix, mais ça permettait de rester vraiment très très bas, et donc ça devenait quelque chose de viable. Et évidemment, le contrepoint de ça, c'est qu'il faut que ça soit populaire, dans le sens où il faut qu'il y ait assez de personnes qui intègrent cette collection et qui le lisent pour que les tirages, qui sont des tirages de 3000 exemplaires par exemple, 3000 livres par un tirage de 3000 par livre, il faut que ça puisse être distillé. Et d'où l'idée aussi des distributeurs, c'est-à-dire que dans les distributeurs automatiques que vous avez un peu partout, c'est des spirales, c'est-à-dire c'est des locations de spirales, et ces spirales sont standardisées. Donc que ce soit une gaufre, ou que ce soit un livre, ou que ce soit un paquet de bonbons, c'est idem, et donc on peut très bien remplacer le livre par le sucre par des livres, avec l'idée en plus que c'est ce qu'ils appellent, donc on a été rencontrer des gens de la distribution, ils appellent ça du non-food. On a appris que le livre était du non-food, et donc c'est ni liquide ni solide, mais ils se méfient très fort, c'est-à-dire que jusqu'ici on n'a pas été très heureux au niveau de nos rencontres. Au départ, oui, ils sont très excités parce que ça va leur donner une nouvelle image par rapport à ce qu'ils ont comme image de vendeurs de saloperies, mais très vite, ils réfléchissent et ils se disent, mais est-ce que c'est suffisamment attractif pour que des personnes reviennent et reviennent et reviennent, parce que, grosso modo, c'est de l'addiction, le moteur de ces machines. Et notre projet était contradictif, c'est-à-dire que notre volonté avec l'équipe autour de Blue Book, c'était faire de la série, mais sans jouer sur cette addiction, c'est-à-dire qu'on a envie de faire du multipiste. Chaque livre étant une nouvelle façon d'envisager cette petite machine qui est le Blue Book, son format et ses 224 pages. Donc on n'est pas dans une logique de la suite au prochain numéro. Alors on a trouvé une machine, c'est Olivier Van Warenberg qui est partie prenante du projet, qui est journaliste, et qui lui est très dynamique, et il nous a pris au mot, et il a été chercher une machine. Donc il y avait un vieux vendeur de savon, c'était une machine qui vendait des savons dans un lavomat, et donc il voulait se débarrasser de cette vieille machine. On l'a sauvé de la casse, et on l'a reconverti en ambassadeur de Blue Book. Je vais vous montrer la bête. Voilà. Et donc ça, c'était l'époque du prototype, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore imaginé on n'avait pas encore les 4 titres, on avait encore 2 titres qui étaient en brun, vous avez le Dick Boss, et puis en blanc, vous avez le Salaryman de Dimitri Pio. Et donc on a testé à plusieurs reprises cette machine. Elle est très lourde, donc ça a été chaque fois beaucoup de sueur pour l'amener à droite et à gauche. Elle a été au Palais des Beaux-Arts, étrangement, donc elle est passée de la Wasserette au Palais des Beaux-Arts dans le cadre de la fête de la bande dessinée. Et puis elle s'est retrouvée à Angoulême, entre Frémoc et l'employé du mois, qui au départ voulait vraiment pas qu'elle touche ni un des stands ni l'autre. Puis après, ça s'est un petit peu accommodé, bien que je comprenne, parce que chaque fois les gens venaient de demander du change, d'échange, de changer un billet. Et donc ça avait évidemment à côté. Et j'avais poussé le bouchon en disant demandez aux voisins si vous manquez de change, ce qui fait que c'était pas très charitable, mais c'était de bonne guerre. Ici, il y a une autre photo où on est au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Alors, on a mis en avant la double image. Pour nous, réellement, ce projet, c'est la mise en valorisation de la juxtaposition.
dans mon idée, la bande dessinée peut se résumer à deux figures. C'est-à-dire que dès qu'il y a deux éléments, on est déjà dans une juxtaposition, dans une comparaison, et notre cerveau, même si c'est peut-être pas narratif, c'est en tout cas comparatif, et de là démarre déjà l'étincelle qui va donner soit une pensée, soit un sentiment, soit une narration, enfin tout ça est déjà en cours, et ce qui me plaît avec la bande dessinée, par le côté juxtaposition et deux images, c'est que l'effet est transparent. C'est-à-dire que tout ce qui fait l'effet est présent. Il n'y a pas de moteur souterrain, il n'y a pas de... Donc c'est très, entre guillemets, démocratique au niveau du discours. Le discours est clairement présent. Et à la fois, je dis ça, mais récemment, j'ai discuté avec des personnes qui font du cinéma d'animation, qui sont habituées à la narration image par image. Et eux, ils expliquent que c'est un vrai mystère, la bande dessinée. Donc c'est des gens qui font de l'animation, qui font bouger des personnages, qui les mettent en synchro avec du son. Et aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués à l'image animée que pour eux, c'est un vrai secret comment les auteurs de bande dessinée arrivent à articuler deux images entre elles, l'une à côté de l'autre. Ils n'y arrivent pas, ou en tout cas, ils ne se sentent pas capables de le faire. C'est assez rigolo, parce que c'est un retournement de situation. A priori, avant, c'était l'époque darwinienne, où d'abord on faisait de la bande dessinée, et si ça avait du succès, on arrivait au dessin animé. C'était un petit peu ça le schéma. Et là, on arrive à l'inverse. Donc, il y a une vraie prise de conscience de la qualité intrinsèque de la bande dessinée par des gens du métier du cinéma d'animation. Alors, je vais peut-être vous montrer une double page quand même de Dimitri, qui a fait un super travail. Voilà, lui, il avait fait toute sa bande dessinée en français, et puis on a poussé la coquetterie à le traduire en japonais et faire semblant que c'est sous-titré français avec du texte en japonais. Alors, je vais revenir. L'idée aussi, et je l'avais évoqué un peu plus tôt avec Alfred Mazur, c'est qu'il y a un aspect qu'on retrouve très fort avec le cinéma d'animation et le cinéma préparé, parce qu'en fait, la logique du storyboard naît de l'animation, parce qu'il fallait planifier en animation, il faut vraiment beaucoup plus planifier qu'au cinéma, donc c'est plutôt une pratique qui est née du dessin animé, spécialement au studio Disney. On voit ici des scènes typiques, je pense que vous avez déjà vu ça 1000 fois. C'est Walt Disney expliquant à toute son équipe le film qui va advenir, et puis ils peuvent discuter, ils peuvent changer, ils peuvent remplacer. Donc à ce stade-là de la production, tout est encore possible. Et je pense même que c'est là qu'était le meilleur film. À mon avis, les choses ont été de plus en plus serrées et de moins en moins intéressantes. Je pense que là, c'est intéressant parce que c'est vraiment l'étalement des idées de l'équipe avec un travail intéressant entre le réalisateur et l'équipe d'animateurs, qui est un peu le tandem qu'on retrouve en cinéma avec le réalisateur et le monteur. Et en bande dessinée actuellement, ou jusqu'à peu, c'est rare que l'éditeur interagisse réellement avec le montage. C'est-à-dire que l'auteur de bande dessinée vient avec ses planches, mais comme elles sont dans un gaufrier, comme elles sont toutes bien casées comme dans un Tetris, ou bien comme si on allait en déménagement et qu'on avait mis toutes les caisses, on n'a aucune envie que quelqu'un vienne enlever une caisse et essaye autre chose. Donc le statut de l'auteur de bande dessinée qui travaille la planche était un petit peu à ce niveau-là. Mais avec le Blue Book et avec l'idée que c'est qu'une image par page, cette discussion peut avoir lieu. Et on essaye de favoriser avec l'équipe avec laquelle on travaille. Il y a Maxime qui est ici, si vous voulez discuter avec lui, Maxime Gillot qui est ici derrière, qui a réalisé un des Blue Books. Ça permet une discussion et ça permet une réévaluation et un réordre des idées. Ici, j'avais un peu montré les... Et il y a aussi cette idée qu'une création, c'est quelque chose de très privé. Et il y a un moment, on appelle ça le pitch en animation, il y a un moment où on expose ça au monde. Et il y avait Charles Philippon, qui est la fameuse personne dont on parlait tout à l'heure, c'est Benoît Crucifix qui montrait la poire, la célèbre caricature de poire pour se moquer du roi. Et lui avait un magasin qui est un peu mon modèle pour la kryptonique, enfin, même si je n'ai jamais eu autant de gens devant ma vitrine. C'était l'idée d'exposer, c'était l'idée qu'il y a des dessinateurs qui font leur truc dans leur coin, qui se moquent des différents genres, qui montrent les toilettes des femmes, qui s'en moquent, et tout d'un coup, ils exposaient ça aux vitrines,
et ça devenait un lieu public. Ça devient un vrai agora ou un lieu de discussion. Et avec le Blue Book, ça nous permet ça, en tout cas en petit cercle interne, de pouvoir discuter et de pouvoir étaler la création pendant qu'elle est faite. Et je pense que c'est enrichissant, autant pour l'auteur que pour les monteurs. Et le monteur, en cinéma, il sait très bien qu'il est au service du réalisateur, mais par contre, le réalisateur, il a fait des images qu'il trouve belles, mais qui parfois déforcent le propos du film, et c'est le rôle du monteur de préserver l'idée première auprès du réalisateur. Donc c'est un tandem que je trouve intéressant. Je vais revenir. Et c'est quelque chose que moi je faisais assez naturellement. C'est-à-dire qu'ici, c'est une chambre chez moi il y a très longtemps. Et c'était toutes des images que je collais au mur, comme beaucoup de personnes font, des images de référence. Et en final, c'est déjà de la création qui naît, et c'est déjà ces choses-là qui sont fortes pour nous, qu'on va essayer de retraduire d'une autre manière pour éviter de prendre le matériel premier. Mais c'est là que se passe la création, et c'est là que je me retrouve très proche du collage et très proche du montage, et très proche de cette force de juxtaposition de la bande dessinée. Alors je vais revenir en arrière. Alors, le Blue Book, je ne sais pas si vous connaissez le terme de Blue Book, qui est un terme anglais pour les livres magiques. Je pense que le terme est un peu générique. Ce sont des livres, je vais vous montrer, il y a très peu d'images de ça, parce que ce sont des livres uniques. C'est-à-dire que c'est le magicien ou le montreur qui gardait ces livres. Ils n'étaient pas donnés à lire, c'est-à-dire que la personne les montrait. Donc, il y a c'est peu connu, à part des spécialistes de la bibliophilie ou du livre. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ici, on a un de ces magiciens ou un de ces bateliers ou un de ces montreurs d'images. On connaît ces images avec les personnes avec une grande latte qui racontent une histoire en suivant le fil des images étalées ou des estampes étalées. Ici, c'était l'étape suivante, entre guillemets, où tout était dans un livre. Et la façon dont le montreur ouvrait le livre montrait différentes images. C'est-à-dire qu'il y avait des encoches, ce qui lui permettait de montrer les images qu'il voulait, et puis de montrer d'autres images qui masquaient les autres images qu'il a montrées. Donc tout d'un coup, il soufflait, il faisait un soufflet du livre où les gens voyaient un personnage, et puis la fois suivante, le personnage disparaissait. Donc on était entre l'apparition-disparition, on avait aussi des images qui se côtoyaient. Je vais vous montrer des exemples ici. Voilà, ici, il y a... Donc c'est un système assez incroyable. Moi, j'en ai jamais vu en action. J'ai jamais vu de montreur de ces livres non plus. Il paraît qu'il y a une bibliothèque secrète pour magiciens à New York où il y a moyen d'avoir accès si on montre qu'on est magicien du 3e den. Mais je n'ai pas encore eu ça en main. Et quand vous avez ces livres qui se vendent online, c'est à des prix tout à fait fous. Ah oui. D'accord. Oui, ce serait intéressant d'aller plus loin, oui, dans ces livres-là. Et je trouve que déjà un livre, c'est magique. Donc le livre magique ici avait un vrai intérêt. Par exemple, cette double image-ci, c'est assez étrange parce que c'est une image qui se répète. Et j'aimerais vraiment bien savoir quelle est la logique en fait de ces cartes et de ces images. Donc on a choisi ce terme-là parce que ça nous paraissait vraiment un beau terme et que par rapport à ma passion de l'image fixe et l'image animée, pour moi cette petite machine-là est clairement entre le flipbook, entre la bande dessinée avec sa juxtaposition et entre le cinéma naissant. On avait pensé à un moment appeler ça palm reading, donc la lecture de paume vu la taille des livres. Alors je vais sauter vers la finalisation, donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Blue Book est une ASBL, on est à 3, il y a Francesco De Fourny, il y a Olivier Van Warenberg et il y a moi. Et alors on a un trésorier et un secrétaire qui travaillent avec nous, il y a André Moons qui est aussi le graphiste, et on travaille très très proche de Yann de Meester de Cultura. Francesco, qui signe manuel, est un des auteurs des Blue Book. Je vais vous montrer son travail ici. Donc ça, c'est un des Blue Book qui est proposé, c'est le numéro 4, je crois. Lui-même est professeur à l'Académie
à Liège. Donc il apporte vraiment le volet, disons qu'il y avait un volet patrimonial, il y avait un volet création actuelle, et lui apporte réellement un volet jeune création en permettant à des auteurs d'embrayer et de directement côtoyer, que ce sera, on n'a pas encore du Mazrel, mais que ce soit un Meffert, que ce soit un Dick Boss ou que ce soit un créateur professionnel. Donc ça permet, avec cette série de Blue Book, qu'il n'y a aucune hiérarchie. Et ce qui est assez enthousiasmant avec ce projet, c'est qu'on voit qu'il n'y a aucune hiérarchie du côté des lecteurs non plus. Il n'y a pas de lecteur cible. On n'a pas encore trouvé notre lecteur cible, pourtant on a déjà trouvé beaucoup de lecteurs. Donc c'est assez agréable, ça montre qu'il y a vraiment une variation. Et je pense que la grande force de ces petits livres, c'est qu'ils ne sont pas connotés. C'est ni du manga, ni de la bande dessinée, ni du comics, ni de la bande dessinée chinoise, ni coréenne. Donc les gens, face à cet ouvrage, n'ont pas de préconcept. Donc ça permet une ouverture et ça permet une prise en main vraiment très, très libre. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe pour ce parcours à la fois historique et aussi médiologique et aussi ta rencontre avec ce format, ces contenus, et vraiment c'est assez enthousiasmant de t'entendre en parler. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à l'entrée, si vous voulez dépenser vos petits sous et demander du change, c'est l'occasion d'aller voir la cafétéria. C'est une carte sans contact. Ah, c'est une carte sans contact, en plus, c'est magnifique. Voilà, c'est moderne, complètement. Démonétarisation, c'est ça ? Est-ce que je vais prendre une ou deux questions avant de passer la parole à Dominique Goblet. Est-ce que vous avez des questions par rapport au travail qui est fait, par rapport aux confrontations Oui. Attends un instant, je vais passer, ce sera plus simple. Donc, Marielle, oui, je sais que tu as une voix qui porte, mais je pense que tout le monde en profitera mieux. Je voulais simplement savoir comment est-ce que vous choisissiez les projets pour les Blue Books. Est-ce qu'il y a des illustrateurs qui peuvent vous soumettre des projets ? Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est que donc je coordonnais une librairie éditrice, d'abord seule, mais maintenant elle fait partie de l'ASBL, donc on est trois à coordonner cet endroit, qui est un endroit réel. Et l'idée de cet endroit, c'était d'être une librairie éditrice. C'est-à-dire que contrairement aux librairies qui ont tendance aux éditeurs qui ont tendance à monter d'un étage et de ne plus avoir un accès direct avec le lecteur n'a pas un accès avec l'éditeur, nous on voulait vraiment être au rez-de-chaussée, et donc on est vraiment très accessible pour discuter, pour projeter, pour imaginer, que ce soit du patrimoine ou que ce soit des choses contemporaines. Et tous les collaborateurs ici qui ont participé au Blue Book n'étaient pas des gens que je connaissais avant. C'est-à-dire que c'est des gens, je suis là depuis 2011 au centre de Bruxelles, c'est des gens que j'ai réellement côtoyés par le biais d'un intérêt commun pour le livre, pour la narration par image. Et si vous venez à la Galerie Bortier, c'est aussi un dispositif de magasin qui expose les images et les couvertures l'une à côté de l'autre. Donc elles se juxtaposent, et donc ça reste aussi cette idée au maximum de valoriser les auteurs plutôt que les mettre en randonnion. Donc on est ouvert, oui. Merci. De rien. Il y a encore une autre question, peut-être ? Non ? Ok. Merci. Donc merci à toi. Et je vais passer la parole à Dominique Goblet. On peut l'applaudir un peu.